Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Une semaine que l'on va passer pas mal dehors car à part le montage des mouches, on sera tout le temps au bord de l'eau. Et pour commencer, une rubrique que vous suivez tous avec beaucoup d'attention, la leçon de lancer autrichien. Dans Technique et matériel, cette semaine, je vous parle encore du lancer autrichien. Maintenant, après des vacances, on a tous appris en pêchant souvent et retenu la bonne leçon du lancer autrichien. Tenir la canne avec l'index car c'est naturel pour aller vers le poisson. Le geste vient de l'épaule et pas du poignet comme au lancer traditionnel, qui a un résultat tout simple, c'est que notre canne est prolongée de 2 pieds au rapport à une canne qu'on tient avec le poignet. Donc nous avons déjà vu le geste qui est un roulement qui vient de l'épaule, en bas, en arrière, en haut, devant. Ça, on maîtrise, c'est bon. On a compris qu'on a besoin d'avoir la vitesse, de l'énergie dans la soie. Premièrement, pour sécher la mouche. Donc, une soie rapide sèche mieux la mouche qu'une soie lente. Pour aller plus loin, il est évident que si votre soie a beaucoup d'énergie, elle y va plus loin. Pour avoir une boucle plus petite, qui tout simplement, comme cela, qui est vraiment petite, perce mieux le vent et va donc aussi en travers du vent. Et enfin, il est évident qu'une petite boucle se pose plus près de votre objectif qu'une grande qui peut être déviée de n'importe quel côté. Donc, le problème majeur et la chose à solutionner pour vous est d'y avoir l'énergie comme ici, la soie se déplace dans votre soie. Pour y arriver à en avoir plus qu'avec le simple geste de votre main droite, le geste autrichien, nous allons ajouter la main gauche. Donc, nous avons déjà vu la dernière fois que la simple traction ajoute énormément d'énergie à votre canne. Comment ça marche? Au début, il faut savoir que quand vous tirez sur votre soie une seule fois, donc pas deux, il ne faut absolument pas faire ça. Qu'est-ce qu'on voit souvent? Car effectivement, vous accélérez votre soie en arrière, mais quand votre lancer final pour le poser vient vers devant, vous donnez du mou avec votre main gauche et en fait la soie elle tombe devant et elle ne se tend pas. Donc la simple traction n'est pas la traction en arrière, ce n'est pas ça. Ça c'est pas vrai du tout. La simple traction c'est la traction vers devant. Voilà. Alors, pour mes stagiaires, je leur dis toujours, la chose est très simple, vous allez compter jusqu'au 4. Commençons. 1, 2, 3, 4. Et en 4 on tire, vous avez vu? On refait. Alors, nous avons 1, 2, 3 et 4. Regardez la main gauche. Ça tire, ça part, ça arrache quasiment le moulinet. Ça c'est de la force, ça c'est la vitesse, ça c'est bon pour votre pêche. 2, 3, 4. Faisons-le maintenant avec les mains sans la canne. On démarre avec la main gauche, avec la main droite. La main gauche devant le ventre, devant la ceinture. 1, 2, 3 et 4. Et on tire et on lâche derrière et ça part. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça marche. Et il faut s'entraîner à ça car c'est la base de la double traction. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et ça part. Donc, jusqu'à la prochaine fois, vous entraînez dans votre jardin, dans votre parking, 3, 4. Et ça ira. Alors je vous l'ai dit, cette semaine on reste au bord de l'eau aussi, après avoir pris notre leçon de lancer autrichien. Eh bien on va se préoccuper de l'environnement du pêcheur, donc de l'environnement de la truite, et voir un petit peu qu'est-ce que notre ami la truite fait pendant cet automne. Dans l'environnement du pêcheur, cette semaine, on va faire un petit tour général sur la rivière et le ruisseau en automne. Qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'est-ce qui est différent
de l'été, qu'on a une vue globale sur le biotope. Commençons par l'eau. L'automne est toujours une période où il y a peu d'eau. En dehors de quelques orages qui alimentent la rivière ou le ruisseau pendant quelques jours d'une importante quantité d'eau, on est quand même, après l'été, dans les eaux très basses. Donc on n'a pas beaucoup d'eau. On a donc le lit de la rivière réduit. Il y a moins de berges mouillées quand il y a peu d'eau que quand il y en a beaucoup. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'eau a une température élevée. À la fin d'été, septembre, octobre, l'eau est encore dans la montagne autour de 16 degrés et dans la plaine même jusqu'au 18, même voire 20. Donc on a l'eau chaude. Ça, c'est important à savoir aussi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en automne, vers l'hiver, l'eau va rester basse. Ça ne change pas. Parce qu'en hiver, s'il pleut en montagne, c'est souvent la neige. Donc c'est fixé, ça ne part pas. Et donc, il va faire froid aussi. Donc la température de l'eau va baisser. Donc elle va aller de 16 successivement, plus en plus bas, jusqu'en montagne, même à 4 dans des lacs, comme on a déjà appris, mais même moins dans l'endroit où l'eau est beaucoup brassée avec l'air. On peut aller même à 2 degrés, même à 1, même à 0. Bon, donc on y va vers la descente de la température, la descente de la lumière, car le soleil est de plus en plus plat vers l'équateur et on a donc de moins en moins de soleil. Et tout ça, ça a des conséquences pour nos poissons et pour la nourriture du poisson. Alors, nous sommes ici en Europe. Notre truite, c'est la truite fario, Salmotruta fario, qui, comme tout le monde le sait, se reproduit en automne. C'est-à-dire que, à partir de sa reproduction de l'année dernière, elle a encore passé quelques mois dans l'eau très très froide de janvier, de février, pour enfin, à partir de mars, d'arriver la chance que son métabolisme la permet de se nourrir bien comme il faut, grâce à la température et grâce à la riche quantité d'invertébrés qui habitent le sol. Elle a donc pendant tout l'été une chose en tête, c'est manger, 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 enregistrer l'énergie qui est nécessaire pour produire ses gonades, pour se reproduire, mais qui est aussi nécessaire pour avoir la nécessité, la quantité nécessaire des réserves pour passer le prochain hiver. Donc maintenant la truite, elle est partie depuis la fin septembre, en octobre et en novembre vers ses frières où elle se regroupe selon la taille, des petites avec des petites, des plus grosses avec des plus grosses pour frayer. Qu'est-ce qui concerne les petits poissons, les alevins, les vairons, les truitelles, on les a habituellement toujours vus ici dans l'eau très très peu profonde tout l'été, mais ils s'y sont plus. Ils s'y sont plus à cause de plusieurs raisons. Premièrement, la température, elle descend, donc ils s'y vont dans des fonds qui sont plus profonds où l'eau reste un peu plus chaude, et aussi que la production de plancton, lequel ils se sont nourris pendant toute cette période du printemps et l'été, elle est moins importante grâce au soleil et la température aussi. Et donc, ils s'y vont au fond. Et enfin, nos insectes, mais il faut dire qu'on a actuellement surtout des stades juvéniles, car pendant tout le printemps et l'été jusqu'à maintenant, des stades adultes sont éclos et sortis. Alors la mouche de la semaine, c'est plutôt une mouche qui est évidemment destinée au réservoir, mais moi c'est des mouches que j'aime bien parce que c'est une grosse mouche avec des grosses plumes, avec des grosses spires et un gros hameçon. Alors on la voit bien, on la lance fort et souvent on attrape des grosses truites. La mouche de cette semaine est un joli chien, en fait un pretty dog. Ce type de mouche qui est inventé récemment par des Anglais pour la pêche au réservoir sert, comme je vous ai déjà dit, pour la pêche en eau dormante et prend quasi exclusivement des truites d'élevage arc-en-ciel. Mais on sait que ce n'est pas si facile. Même moi, parfois, je me fais avoir dans des réservoirs français. Et il faut avoir ce type de mouche très colorée et surtout lestée avec soi pour prendre du poisson dans des journées difficiles de vent ou l'eau froide ou qu'est-ce que j'en sais. Ces mouches se montent dans toutes les coloris,
souvent fluo, donc jaune, orange, vert, rouge, très coloré, très mobile dans l'eau et comme j'ai déjà dit, avec une tête lestée. Voyons immédiatement comment on la fabrique. Pour réaliser ce streamer, on a des hameçons spécifiques avec une tête, avec un plomb peint avec un œil. Donc ces mouches qui sont tous des Pretty Dog ou des Dog Nobblers ou je ne sais pas quel nom qu'il y a tellement de possibilités. Je dis Pretty Dog ou Dog Nobbler ont toujours une tête lestée avec un plomb devant pour vraiment plonger bien dans le réservoir. Alors, normalement, il y a une queue. Donc, ici, elle sera avec des plumes de marabout. Ensuite, on met quand même quelques fibres brillantes dedans, de lourd flash ou de glitter body ou n'importe quel produit de Millard qui est brillant. On fait en général la longueur de l'hameçon, donc de la hampe de l'hameçon, est égale à la longueur du queue. Ensuite, on enroule le matériel pour le corps, qui est en général la laine ou la chenille ou un autre matériau équivalent. Ensuite, on garde en arrière un tinsel qui vient dessus et qui fait donc une segmentation. Et pour finir, on a aussi un hacle qui est espacé en travers. Voilà, ça c'est la mouche. C'est assez simple, mais très prenant par sa couleur qui attire évidemment l'attention du prédateur, donc les truites arc-en-ciel, mais aussi une grande mobilité par des plumes derrière et par le hacle que chaque fois qu'on vous tirez, qui se plie et qui se redresse, un peu comme des woolly-worms. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour la réaliser. Comme d'habitude, il nous faut un étau qui sert bien des mâchoires pour tenir des gros hameçons. Une paire de ciseaux pour des travaux petits, une paire de ciseaux pour des gros fils. Il faut aussi bien entendu une porte-bobine ici avec des fils costauds pour faire des gros streamers. Comme d'habitude, si on casse le fil, il faut un enfileur. Il faut ensuite une pince à hacle pour faire les enroulements de hacle de corps. Et enfin, pour finir, un flacon de vernis et une aiguille à dubbing pour l'appliquer et pour vider l'œillet. Voyons maintenant les matériaux qu'il nous faut pour réaliser cette mouche. Tout d'abord, il nous faut des hameçons. Comme je vous ai dit, ici nous avons des hameçons avec une tête plombée qui sont soit noirs, soit colorés, selon votre goût. Nous avons aussi utilisé déjà souvent des hameçons qui s'utilisent aussi pour des leurres souples. Donc vous avez toutes sortes de grammages, de 2 grammes jusqu'au 1 gramme, un demi-gramme. Mais bon, c'est très difficile à lancer ces grosses mouches, mais on peut même faire des leurres de même type pour le lancer, ultra léger, pour pêcher avec. Il nous faut, donc comme j'ai dit, pour la queue, des plumes mobiles, donc ici des marabouts. J'utiliserai du rouge, mais ça existe bien entendu dans toutes les coloris possibles. La queue aura ensuite, comme dit, quelques fibres de brillant. Donc ici, c'est du Millard bleu ciel. Ensuite, le corps sera fait avec une chenille fluo orange. Le rib, comme j'ai déjà dit, avec un tinsel argent. Et le hacle, pour finir la mouche, c'est comme ici un saddle rouge. Donc la mouche est entièrement dans des tons de rouge et de l'argent. Mettons-nous maintenant à l'étau. Nous avons donc fixé l'hameçon avec la tête plombée et peinte. Enroulement, comme d'habitude. Enroulement, comme d'habitude. Ensuite, la plume de marabout, on mesure, donc on a dit la longueur du corps. On coupe, qu'est-ce qu'il y a de trop. On fixe. Voilà.
Donc là, on a déjà la queue. On ajoute quelques fibres de mylar qui viennent dessus pour donner la mobilité en plus, mais aussi la brillance qui doit déclencher l'agressivité des arcs-en-ciel. Voilà, là on fixe bien. On devrait même mettre un peu de glu ou de colle, parce que ce sont souvent des grosses truites qu'on prend au réservoir, et sinon la mouche ne prend qu'une seule. Il vaut mieux la fixer. Ensuite, on met le tinsel en attente. Voilà, là aussi sous la colle, donc bien fixé. Ensuite, une plume que j'ai préparée avant, donc on l'a bien renversée. Une plume rouge de saddle de coq qui on fixe aussi, qui est là, en attente aussi. Et il nous reste à fixer la chenille qui, elle, va faire le corps jusqu'au devant. Là, on fixe tout ça bien aussi. Il faut que ce mouche soit toujours solide. Bon, enroulement maintenant du corps jusqu'au devant. Voilà. On laisse un peu de place pour fixer. Hop. Ensuite, le glitter body ou le tinsel en large spire qui est fixé devant aussi par 3 coups. Et à la fin, on enroule le hacle aussi en grande spire qui va donner de la mobilité à la mouche. D'abord, on peut faire 2-3 tours si on veut, mais il y en a assez. Donc là aussi 3 coups pour terminer. Donc là, on fait bien entendu les demi-clés derrière à la tête. 1, 2, 3. On tire, on sectionne. Pour la solidité, juste un peu de vernis derrière la tête et votre Pretty Dog est fini. Ouais, moi je vous l'ai dit, j'aime bien ces mouches-là parce que c'est plaisant à faire, c'est des grosses spires, des grosses plumes, et ça, je trouve ça plutôt sympa. En parlant de grosses mouches, eh bien, on va utiliser des mouches lourdes pour la séquence qui vient, puisque c'est la séquence technique de pêche, et il est temps de partir au bord de l'eau pour essayer d'attraper une grosse truite. On va descendre. Allez. On va essayer de faire des chutes là. Aujourd'hui, on va pêcher, qu'est-ce que c'est américain, il s'appelle wild water. Donc, l'eau sauvage, l'eau rapide, l'eau très rapide. Et je mets ici une nymphe dorée avec du tinsel brillant pour vraiment, dans le gros courant, inciter la truite de le prendre. Car il est clair que même si la truite a une vision adaptée à son milieu, il est quand même un courant très très rapide qui fait plus de 1 mètre seconde. Et donc uniquement si elle voit vraiment la nymphe, elle peut la prendre. On sait que dans des gros courants, on a toujours des petits courants, des gros courants, des profonds, des retours derrière des cailloux. Il faut prospecter chaque endroit, derrière chaque roche, pour voir où est la truite, pour la surprendre, et avec un lancer court et précis, pour vraiment passer
près de sa gueule dans cette eau très rapide. Voyons maintenant en descendant ici les chutes si on peut dénicher un poisson quelque part. Ici, bien entendu, on n'a pas besoin de lancer à des vingtaines de mètres. Et ce n'est que mieux parce que la mouche est très lourde. Donc on commence à... Hop, on prospecte. C'est un peu une pêche de chasse. Hop, là il n'y a rien. On va traverser. On va descendre et faire un courant après l'autre. Et oui, enfin, à la sortie, ouh c'est beau, ouh c'est gros. Ouh là là, ça c'est un beau poisson. À la sortie du courant, il y en a un qui a pris une touche de rien du tout. Espérons qu'il ne se décroche pas. Parce que ça, c'est le repas du soir. On va aller ici un peu, tranquille. Ça c'est beau. Ouh, c'est pas fini. Oh là là. Ouais. Je sais pas si je me trompe, mais pas loin des kilos là. Pas loin des kilos. Il cherche évidemment le gros courant. Et moi, je cherche le calme. Bel arc. Fait le kilo, oui.
Un bon kilo. Voilà, un beau poisson qui va orner notre table de ce soir. Vous n'allez donc pas la voir retomber à l'eau, sauf si je suis très très maladroit. Bravo, bravo Eric, bien joué. Alors en plus, il ne s'est pas loupé, il ne l'a pas fait tomber à l'eau. Et donc, pour une fois, vous ne verrez pas le geste magnifique de la remise à l'eau, car de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir. Et ce soir, on va se la griller en pensant à vous. Et à bientôt.